Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dialogue littéraire. Nous sommes aujourd'hui au Musée de la Marine qui présente une exposition sur Pierre Perron. Cette exposition présente une quarantaine d'œuvres originales. Nous retrouverons dans cette émission la chronique de Camille à l'occasion de la sortie de notre catalogue polar que vous pouvez retrouver à la librairie. Nous reviendrons également sur 2 rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Jérôme Ferrari et Léonore de Recondo. Jérôme Ferrari est venu nous présenter son dernier ouvrage paru aux éditions Actes Sud, Le Principe. Un jeune aspirant philosophe désenchanté est fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg qui, après avoir élaboré le célèbre principe d'incertitude, jeta les bases de la mécanique quantique. Le jeune homme s'efforce, à l'aube du XXIe siècle, de considérer le mal à l'œuvre dans le monde contemporain et l'incomplétude de sa propre existence. Retrouvons tout de suite Laurence en compagnie de Jérôme Ferrari. Jérôme Ferrari, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le Principe, un roman qui vient de paraître aux éditions Actes Sud et dans lequel vous vous intéressez à la figure de Werner Heisenberg, immense génie du XXe siècle qui a découvert le célèbre principe d'incertitude et a jeté les bases de la mécanique quantique avant d'être rattrapé par l'histoire. Alors ce roman, ça n'est pas une biographie, il navigue plutôt entre le portrait, l'autofiction et l'enquête. Alors comment cette forme narrative s'est-elle imposée et en quoi est-ce que c'était un des enjeux principaux du roman ? Elle s'est imposée à cause des contraintes que je me suis fixées moi-même, qui étaient assez multiples. Je ne voulais pas romancer la vie des personnages, et donc tous les événements décrits dans le livre se sont passés et toutes les paroles citées ont été prononcées. Donc j'ai essayé de résoudre ça en introduisant un regard subjectif qui permettait de proposer plusieurs interprétations des faits qui sont évoqués dans le roman et de les laisser eux-mêmes flotter dans une forme d'incertitude. Après, tout le problème a été de fixer la place du narrateur parce que je voulais vraiment qu'il se borne à être un regard subjectif et pas qu'il prenne trop de place et pas qu'il fasse de l'ombre à celui qui est l'objet véritable de mon livre, c'est-à-dire Heisenberg. À travers votre roman, vous faites revivre Werner Heisenberg sans toutefois défendre une thèse ou lever les ambiguïtés sur les explications de son choix de rester en Allemagne au moment de la guerre. Alors, ces explications, quelles sont-elles ? Quelles peuvent-elles être ? Le phénomène intéressant, c'est que quand on regarde les faits avérés des activités de Heisenberg de 1933 à 1945, on peut donner des interprétations radicalement opposées. Donc on a une école historique qui en fait un collaborateur enthousiaste du régime nazi, qui ne se pose pas de questions, qui est tout content d'avoir un poste officiel à l'université et que ça ne dérange pas de travailler sur un programme nucléaire pour Hitler. Et puis à l'autre côté de l'autre côté du spectre, on a des gens qui le présentent comme quelqu'un qui serait resté volontairement pour en quelque sorte saboter le programme nucléaire nazi et qui a donc opéré une sorte d'acte de résistance secret. Et de fait, moi j'ai toujours été très étonné par l'enthousiasme des deux camps parce que les deux interprétations sont tout à fait cohérentes. Moi je suis absolument persuadé que Heisenberg a rien à se reprocher. Je ne suis pas sûr que ce soit de la résistance active comme ça a été dit, mais je ne voulais pas que cette conviction-là transparaisse trop dans le roman parce que c'est plus intéressant de laisser ouvertes les différentes interprétations. Werner Heisenberg, c'est un personnage fascinant, dont le destin est très intéressant et pose des questions morales paradoxales, passionnantes pour le romancier. Mais au-delà de ces questions morales, il y a un côté éminemment littéraire du personnage et de ses recherches, dans la mesure où la physique quantique met à jour une réalité impossible à capter par les mots et par un langage autre que métaphorique. Alors, est-ce que c'est avant tout ce côté littéraire qui vous a donné envie, en premier lieu, de vous intéresser au destin de ce personnage ? Moi, j'aime pas beaucoup qu'on fasse un usage un peu métaphorique des réalités scientifiques ou des lois scientifiques et qu'on en fasse un peu n'importe quoi. Mais là, j'étais assez tranquille parce que faire venir la physique quantique sur le terrain littéraire, c'est pas moi qui le fais, c'est quasiment au moins les gens qui se réclament de l'interprétation de Copenhague, c'est-à-dire Niels Bohr et Heisenberg. Heisenberg dit explicitement que toutes les contradictions et tous les paradoxes de la physique quantique, dès qu'on quitte le formalisme mathématique et qu'on veut parler de ce qu'on décrit, viennent du fait que le langage et la pensée humaine ne sont pas adaptés pour décrire la réalité telle qu'elle se présente au niveau atomique. Comme si on se fixait une tâche
en sachant à l'avance qu'on ne dispose pas des outils adéquats pour la mener à bien. Et je sais pas, ça me paraît être une définition parfaite de ce qu'est une tâche littéraire. Retrouvons maintenant Léonore de Recondo, qui est venue nous présenter Amour, paru aux éditions Sabine Vespizer. L'histoire se passe en 1908, dans le huis clos d'une maison bourgeoise. Victoire est mariée depuis 5 ans avec Armand de Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune fille, précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à prendre en main sa destinée. Sa détermination se montre pourtant sans faille lorsque la petite bonne de 17 ans, Céleste, tombe enceinte. Cet enfant sera celui du couple, l'héritier Boisvaillant tant espéré. Quand une nuit Victoire s'éveille seule, ses pas la conduisent vers la chambre sous les combles. Les barrières sociales et les convenances explosent alors pour laisser la place à la ferveur d'un sentiment qui balayera tout. Léonore de Recondo, tout de suite au micro de Laurence. Léonore de Recondo, bonjour et bienvenue. Vous êtes aujourd'hui à Brest pour nous présenter votre 4e roman, Amour, qui vient de paraître aux éditions Sabine Vespizer, et à travers lequel vous nous plongez dans le huis clos d'une maison bourgeoise dans le centre de la France, à l'orée du XXe siècle. Et avec ce texte magnifique, soutenu par une écriture rythmée et ciselée, vous nous narrez une émancipation et une passion aussi forte qu'inattendue. Alors, avant tout, comment est né ce roman et quelle intention a été à l'origine de ce texte ? C'était justement l'histoire d'une émancipation féminine, on va dire. Je voulais, après avoir passé beaucoup de temps dans la tête de Michel-Ange pour Pietraviva et dans un univers assez masculin, j'avais envie d'écrire un livre autour de femmes et autour du corps de la femme, de la maternité aussi, du désir. Et cette période-là, du début du XXe siècle, elle s'est imposée assez rapidement parce que c'était encore la fin du XIXe et puis les femmes à cette époque-là n'ont vraiment aucun droit. Ça va venir après avec la Première Guerre mondiale, mais c'était pour moi une période un peu charnière. Alors en nous plongeant dans le huis clos de cette maison bourgeoise, vous nous faites côtoyer 5 personnages, 2 maîtres et 3 domestiques, que l'on découvre au fur et à mesure du récit, et dont vous dressez en quelque sorte le portrait psychologique au plus près de leurs émotions et de ce qui les constitue. Alors au cours de l'écriture, quelle a été la relation que vous avez eue à ces personnages et comment se sont-ils révélés à vous ? Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de prendre 2 femmes issues de milieux sociaux très différents. Donc il y a la bourgeoise, la maîtresse de maison et puis la bonne. Mais d'une certaine manière, elles sont assez proches dans la manière dont leur corps est nié. C'est-à-dire Victoire, qui est la maîtresse de maison, porte un corset, elle a été élevée de manière bourgeoise, donc un peu d'éducation, un peu de bon sens. Donc tout est un peu écrit comme ça pour elle, sauf que bien sûr la vie n'est jamais aussi simple et ça ne se passe pas comme prévu. Elle n'a pas d'enfant, elle se sent dans une inutilité, ce corps ne lui sert à rien. Céleste, elle, la bonne, c'est très différent parce qu'elle utilise son corps tout le temps, mais elle l'utilise pour d'autres, elle l'utilise pour le ménage et elle est complètement invisible au sein de cette maison. C'était ça, c'était l'histoire de corps qui sont niés et puis tellement que le jour où ils prennent le pouvoir, ça balaie tout sur son passage. Puis au fondement de cette émancipation, il y a un enfant, Adrien, dont la venue au monde semble tout rendre possible. Alors pourquoi est-ce que cette maternité va permettre cette émancipation ? La maternité est là pour Céleste et comme pour l'autre, puisque Victoire, ça la met aussi en face de son impuissance à être enceinte. Pour moi, c'était le lien charnel très fort. Le nourrisson aussi étant un corps en expression, qui s'exprime tout le temps. C'est-à-dire le nourrisson, lui, il est tellement petit, là, le bébé, il n'a pas de pensée, il n'est que dans son corps. Elles font toutes les deux un choix autour du corps, autour de la vie, qui finalement va les relier. Et Adrien, c'est le trait d'union entre elles. Puis pour la première fois, la musique est présente dans l'un de vos romans, une musique qui est comme un exutoire pour Victoire, votre personnage. Et cela nous ramène à votre métier, puisque vous êtes violoniste professionnel. Alors dans quelle mesure est-ce que pour l'interprétation et pour l'écriture, vous puisez aux mêmes sources votre émotion ? C'est une question, c'est un peu difficile d'y répondre parce que je crois que je suis trop proche du sujet pour être parfaitement objective. En effet, les notions d'harmonie, de rythme, de phrasé, tout ça sont des choses qui me touchent beaucoup. Alors, je suis violoniste, j'ai commencé le violon quand j'avais 5 ans, donc je suis vraiment complètement imbibée de cette musique. Et la lecture aussi a été là très tôt, l'écriture. Bon, après j'ai mis du temps à trouver mon chemin, enfin un chemin qui est devenu public beaucoup plus tardivement que la musique. Donc ça, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, tout se rejoint à un certain moment. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est aussi une sorte de quête spirituelle. Mais je ne peux pas exactement vous dire quels ponts vont de l'un à l'autre.
De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Camille. Bonjour Camille. Bonjour Marion. Notre catalogue polar est disponible depuis peu à la librairie et tu as choisi 3 titres qui te tiennent tout particulièrement à cœur dans ce catalogue. Alors quel est le premier titre? Alors, mon premier coup de cœur, ça va être Partir de Tina Seskis aux éditions du Cherche-Midi. C'est un roman assez étonnant qui dresse le portrait d'une jeune trentenaire en fuite. Donc on la découvre au fur et à mesure des pages, sous une nouvelle identité, dans une nouvelle ville. Et c'est vraiment des petits indices par bribes, on ne sait pas du tout pourquoi elle fuit. Alors elle est mariée à un homme formidable, elle a un petit garçon qui est adorable. Et c'est un roman qui a un début un peu lent. Et malgré ça, j'ai continué ma lecture, il m'a accrochée, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. Et je ne suis pas déçue parce que jusqu'à la fin, je n'avais pas deviné du tout ce qui se passait. C'est une fin étonnante et assez stupéfiante. C'est une bonne lecture de plage pour cet été. Ton deuxième titre est, il me semble, un ouvrage en format poche? Oui, au format poche. Alors, Dolores Redondo, Le gardien invisible, c'est un folio policier. C'est une histoire qui nous plonge dans les paysages et dans les légendes du Pays basque espagnol. L'inspectrice Salazar, qui est mandatée pour enquêter sur le meurtre de très jeunes filles qui sont retrouvées dans des positions assez étonnantes, le long d'une rivière, au fin fond d'une forêt. Et cette mise en scène fait penser au mythe du Bassa jaune, qui est une espèce de yéti basque. Et ça oblige l'inspectrice Salazar à se replonger dans ses souvenirs d'enfance. C'est un roman assez sombre, mais absolument captivant. Et pour ton dernier choix, tu as choisi un auteur espagnol. Alors c'est un auteur espagnol que j'aime beaucoup. C'est son 3e opus qui est traduit en français, Toutes les vagues de l'océan de Victor del Arbol. C'est l'histoire de Gonzalo Gil qui est un avocat honnête, un petit peu fade, et qui un jour apprend le suicide de sa sœur avec laquelle il était fâché depuis une dizaine d'années. Alors cette mort violente et subite fait que Gonzalo Gil se retrouve au cœur d'une intrigue qui mêle non-dits familiaux, révolution russe, guerre civile espagnole et trafic mafieux. C'est vraiment du grand Del Arbol, un polar noir et rouge absolument captivant. Merci Camille. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce dialogue littéraire printanier et je serai ravie de vous retrouver le mois prochain pour de nouvelles aventures littéraires. Thank you.